Compose, épisode 28. Moi, j'ai jamais voulu ouvrir un institut de beauté, je te dis. Jamais. Quand j'étais en esthétique, mon travail de fin d'année, de gestion d'entreprise, ça m'a saoulée, ça m'a énervée, entre guillemets, parce que j'avais pas envie d'ouvrir un magasin. J'ai jamais voulu ouvrir quelque chose. Grâce à lui, j'ai eu les portes d'un monde de l'entrepreneuriat. Donc, peut-être que je l'avais toujours en moi, qu'il me fallait ça. Je ne sais pas. Cette semaine, je suis heureuse de recevoir la solaire Rachel Di Pinto. Rachel, elle est esthéticienne, herboriste et aromathérapeute. Ensemble, on a parlé du fait qu'elle aime prendre soin des gens, de l'enrichissement qu'elle a ressenti lorsqu'elle a commencé à étudier l'herboristerie, des bienfaits de l'utilisation des produits naturels sur sa propre peau, de sa découverte de l'entrepreneuriat et de son champ des possibles, de Rachel Essentielle qui était le nom de son projet, de son livre sur la slow cosmétique et de ses chroniques à la radio et la télévision, de sa communauté de piments. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Rachel d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Salut. Tu es donc aromathérapeute, esthéticienne et herboriste. Exactement. J'aimerais d'abord savoir un peu comment est né en fait ton intérêt pour tout ça, d'abord pour l'herboristerie. Tout a commencé par esthéticienne. Donc, il y a un bon, je dirais, si j'ai 35 ans aujourd'hui, j'ai commencé vers un bon 12 ans, je dirais, je fais esthéticienne. Donc, à l'époque de ma formation d'esthéticienne, donc tu travailles en journée dans des salons et le soir, t'étudies. C'est en 3 ans, tu fais ça en gestion d'entreprise. Donc, ça a commencé comme ça. Ça a commencé quand j'ai découvert que j'aimais vraiment bien prendre soin des personnes, les chouchouter, leur faire du bien, leur conseiller pour leur routine de soins. Mais figure-toi qu'au fur et à mesure, j'ai développé des allergies, plein d'eczéma, et en plus, j'avais l'impression que la manière de prendre soin des personnes de manière classique était pour moi assez protocolaire. Il n'y avait pas une dimension que je ne savais pas à l'époque, il y a plus de 10 ans, je ne savais pas où j'allais, vraiment naturelle, ou prendre la personne dans sa globalité. Bon, en plus, je faisais des allergies, des eczémas, je ne pouvais plus continuer. Alors, ce qui se passe, je pars, donc je suis diplômée esthéticienne, mais je peux pas exercer longtemps. Mais étant donné que j'aime bien les cosmétiques, alors je travaille dans le domaine de la parapharmacie en pensant que c'est plus naturel, on reste à conseiller. C'est là, dans le domaine de la pharmacie et de la parapharmacie, qu'on vend des plantes, qu'on vend des huiles végétales, des huiles essentielles. Mais je te dis ça il y a 10 ans. Donc moi, je ne connais pas, je sais pas c'est quoi. Et en conseillant les gens là-bas à cette para, j'ai remarqué qu'il fallait quand même avoir des connaissances et des notions sur les plantes. Alors, je commençais à essayer de manière intuitive sur moi. Effectivement, je voyais que ça me soulageait par rapport à mes eczémas. Mais je me suis dit, mais en fait, il faut que j'étudie. Il faut que je dois étudier ces plantes. Et effectivement, c'est comme ça que j'ai étudié l'herboristerie. L'herboristerie, j'ai fait ça en cours du soir également pendant que je travaillais la journée. L'herbo, c'est là où tu apprends toute un monde qui s'ouvre à toi de thérapies alternatives, la phytothérapie, la gémothérapie, l'aromathérapie, c'est là où j'ai vraiment découvert les huiles essentielles. Et la première formation aromathérapie, on en a amené d'autres, j'en ai fait plein d'autres. J'ai fait après aromathérapie pour avoir quelque chose de plus poussé et scientifique, parce que je voulais conseiller les gens, mais de manière correcte et pas parce que j'ai lu un article dans un magazine. Je voulais vraiment en faire mon métier. Puis j'ai dévoré des livres et j'ai décidé de vraiment inventer mon métier, en fait. Parce que ça n'existait pas. Une esthéticienne qui fait ses produits soi-même, en tout cas, avec des plantes et tout ça, je n'en avais pas vu. Et donc, parallèlement, donc j'ai été employée pendant 10 ans, je suis qu'indépendante depuis 4 ans. Mais j'ai commencé vraiment à utiliser les plantes médicinales dans les soins de beauté. Et voilà, ça a créé tout ça. Et qu'est-ce que tu ressentais quand tu apprenais toutes ces choses, quand tu lisais, quand tu te formais C'était vraiment important pour toi, de faire un step en plus dans ton métier? Ce que je ressentais, c'était de l'enrichissement. Je me nourrissais. Et je disais, oh, ça, je peux pas garder pour moi. Ça, je vais le dire. Oh, ça, c'est dingue. Alors, j'essayais, je voulais le transmettre. J'étudiais, je voulais transmettre. Essayer. Voilà, je dirais de l'enrichissement. Ça me nourrissait, en fait. Et ça me nourrit toujours. Et sur ton corps aussi, ça changeait beaucoup quand tu commençais à faire tes produits? J'ai guéri mes eczémas, j'ai soigné mes propres eczémas, mes problèmes de peau, et j'entretiens encore et toujours avec des mélanges ou des produits que j'achète déjà faits, mais du moment que c'est naturel pour moi, à mon sens. Mais bien sûr, j'ai vu à ma peau, on me donne pas 35 ans. Non, pas du tout. Voilà, j'ai une peau atopique et sensible et fine comme du papier, donc oui, j'avais besoin de matière vivante
sur ma peau. La peau, c'est vivant, c'est un organe vivant. Eh ben, pour moi, il faut du vivant sur la peau. C'est ma philosophie. Et pour se rendre compte de ton type de peau à toi, ça t'a pris combien de temps? C'est vraiment au fur et à mesure de tes formations que tu as pu analyser ton propre type de peau? Non, je pense que je suis assez, sans me vanter, assez douée là-dedans. C'était vraiment mon dada. Donc, j'ai compris tout de suite ce que j'avais comme peau. En revanche, j'ai appris à l'écouter, à la connaître, et les autres peaux aussi, en faisant mes différentes formations. Oui, mais ça a été assez rapide. Mais j'ai appris, en étudiant l'herboristerie et d'autres formations alternatives, d'écouter, être beaucoup plus à l'écoute du corps global que de l'aspect de la peau. Pourquoi elle est sèche? Qu'est-ce qui se passe derrière? Ah, peut-être un manque de nutrition. Et comment je mange? Comment je me sens? Stressée, pas stressée? Tout ça, on ne nous apprend pas en esthétique classique. Tandis que dans ces thérapies-là, on va plus loin et on peut lier les deux. Pour toi, c'est dommage qu'on n'apprenne pas ça en esthétique classique, voilà, on reste un peu en surface? Peut-être, mais je ne peux pas blâmer parce que peut-être qu'il n'y a pas de demande, autant de demandes. Il y a des esthéticiennes qui veulent travailler de manière plus classique, ça leur convient, ça convient. Mais il y en a d'autres comme moi qui auraient aimé peut-être découvrir vraiment les... En fait, ce qu'on t'apprend à l'école esthétique, c'est de travailler avec une marque. Ah oui. Et être dépendant de la marque. Et la marque a ses protocoles. Et ok, c'est comme ça. Mais moi, ça m'intéresse pas. Je voulais travailler avec des matières brutes et vivantes. Et je sais qu'il y a d'autres esthéticiennes aussi. Et peut-être que dans les écoles, maintenant, c'est intéressant de peut-être proposer une option. Tu sais, une option, voilà, vous avez cours de cosmétique naturelle et ouvrir et planter des graines. Peut-être que c'est comme ça que ça va fleurir. Parce que je trouve que tout le monde devrait travailler avec ce genre de produit. Mais attention, j'ai pas dit que toutes les marques étaient nulles. Oui. Je parle bien de ce qui a plus de 10 ans de ma formation. Je veux dire, si la marque a dit c'est comme ça, c'est comme ça. Mais la marque connaît pas ta cliente. Il n'y a que toi qui connais ta cliente. Donc voilà. Tu disais que tu t'es lancée là-dedans parce que tu aimais bien chouchouter les gens. Ouais. Ça te vient d'où, cette envie comme ça de prendre soin des autres? D'où ça me vient? Je ne sais pas. Mais sache que j'ai toujours aimé ça et c'est ma sœur et mon beau-frère qui m'ont mis ça en évidence. Parce que quand j'ai fini l'université, quand j'ai fini mes humanités, ma 6e humanité, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Ouais. J'étais en sciences humaines en humanité et moi je pensais parcours classique, humanité, UNIF. C'est ce que j'ai fait. J'ai été à l'université à l'ULB. Mais je savais pas quoi faire. Donc j'ai fait sciences humaines à l'ULB et j'étudiais pas, je faisais la fête. J'étudiais jamais. Mais bon, à un moment donné, Oui. je veux dire, à un moment donné, tu dois gagner ta vie, tu dois gagner ta croûte. Mais je savais pas quoi faire. Et il y a ma belle-sœur et mon beau-frère, ma sœur et mon beau-frère qui disent, mais pourquoi tu fais pas esthéticienne? Et moi je dis, mais je sais pas dessiner, je suis nulle de mes mains. Pour moi, il y avait un truc avec les mains. Et je dis, mais non, t'aimes les produits, t'as toujours aimé les produits, t'étais toujours là à nous masser. Tu es douée justement de tes mains. Et en fait, c'est vrai qu'on m'a toujours dit que quand je touche, il y a quelque chose il y a un apaisement directement. Le toucher, chez moi, paraît-il, est apaisant directement. Et donc, j'ai décidé de travailler ce magnétisme-là. Ça a commencé par esthéticienne, puis massothérapeute, et puis stage de shiatsu, stage de massage thaïlandais. Je t'ai dit, j'ai fait... Oui, t'as tout fait. Ouais. Non, j'ai pas tout fait, mais en tout cas, voilà. Donc, je dirais que... Voilà, et même depuis toute petite, je crois que j'ai toujours aimé le toucher. Voilà, je pense que c'est ça. Par contre, c'est marrant, je suis pas tactile. Ah oui. Donc, j'aime toucher quand tu as besoin d'un soin. Ouais. Mais, genre, moi, je me rappelle dans mes rencarts, dans mes dates, moi, quand un mec me touche, je dis, mais on se connaît pas. Enfin, je suis pas du tout tactile à la base. Mais par contre, dans mon métier, oui. C'est bizarre. C'est marrant parce que c'est un peu contradictoire, justement. Complètement. Je veux pas... quand quelqu'un a besoin de soins, quand quelqu'un est dans le besoin de soins, je peux poser ma main là où il y a quelque chose à faire du bien. Mais dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui me serre dans les bras, je sais pas, tu vois. Et tu t'es tout de suite rendu compte que c'était vers ça que tu voulais aller quand tu as commencé les études d'esthétique. Est-ce que tu t'es dit, OK, je suis dans le bon chemin? Oui, j'ai trouvé mon truc. De soins. Ouais. De soins à la personne. Tout à fait. Pas comme ça, Ouais. parce qu'il y avait des choses où j'étais pas alignée, je suis sûre, d'où le développement de mes eczémas. Mais oui, j'ai senti que, OK, j'ai mis un pied dans quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'était important de te former aussi parce que même si c'est naturel, c'est pas forcément, tout n'est pas forcément bon. On doit quand même faire attention à ce qu'on utilise comme produit, au mélange qu'on fait, etc. C'était important aussi de te renseigner pour tout ça, pour ce côté-là.
Complètement, parce qu'à partir du moment où tu fais tes produits toi-même, en travaillant, moi, je travaillais avec aucun produit déjà fait, peut-être un ou deux pour faire découvrir. Hein. Mais oui, le naturel n'est pas sans danger. Le naturel, c'est quand même la base des plus grands poisons et de la chimie. Hein. Je n'ai rien contre la chimie, et la chimie vient des plantes. L'aromathérapie, c'est de la pure chimie verte. Ah, oui. Ça peut être dangereux, donc oui, il faut l'étudier pour pouvoir bien l'utiliser, et surtout si tu en fais ton métier. Oui, et c'est important, et je continue encore à me former. Hein. Il y a toujours des recherches continues sur ce qui peut se passer ou pas. Donc oui, bien sûr, c'était important pour moi de me former. Et comment ça s'est passé alors ? Quand tu as commencé à travailler, tu as travaillé directement pour toi, même si tu avais encore une activité à côté ? Comment ça s'est développé tout ça ? Avant de lancer ce que tu connais aujourd'hui ? Oui. Alors, non, j'ai commencé en tant qu'employée dans des instituts de beauté classiques. Puis j'ai fait la pharmacie, toujours employée. Puis j'ai fait herboristerie, donc j'ai fait des stages dans les herbos. Puis j'ai même travaillé en parfumerie, tout ça employée. Oui. Mais dans le domaine de la cosmétique. Donc j'ai vraiment bien puisé les ressources là-dedans. À un moment donné, c'était une de mes dernières relations, un de mes anciens compagnons était indépendant graphiste. Ouais. On était très amoureux, et donc on décide un jour de faire un truc ensemble. Il me dit, Rachel, t'as pas envie qu'ensemble on crée quelque chose ? Parce que t'adores conseiller, est-ce que t'as pas envie qu'on fasse un truc à deux ? Donc on pensait un jour une boutique, puis on s'est dit, on va ouvrir un site. Donc il y a 5 ans, j'ai ouvert avec lui un site de boutique en ligne de produits vegan, avec des produits cosmétiques et des produits de nutrition. Mais lui, il était déjà indépendant. Donc il m'a fait en quelque sorte découvrir ce monde-là. Ouais. Mais donc moi, je travaillais toujours, et voilà, ça a un peu commencé comme ça. Finalement, séparation, on arrête ce site. Moi, je continue à garder un peu l'essence de la cosmétique de ce site. Puis finalement, comme je déteste être derrière un ordinateur et de ne pas conseiller en vrai, le site se termine. Mais moi, je commence mon métier d'indépendant il y a 4 ans avec un sacré dette, entre guillemets, parce qu'il y avait tous les produits qui n'étaient pas finis d'écouler, je devais faire les marchés, mais ça ne m'a pas empêché de continuer à être indépendante et de me dire, ok, je vais lancer ça. Et donc, j'ai fait un job alimentaire. Je ne suis plus travaillée en esthétique ou en soins, j'ai fait assistante dentaire pendant 6 mois. J'étais très honnête avec mes employeurs. Je dis, je cherche un job alimentaire pour pouvoir un peu remonter la pente et lancer mon activité indépendante. Et c'est ce qui s'est passé il y a 4 ans. Et après, je me suis lancée. Dans 6 mois, j'ai fait indépendante complète et me voilà aujourd'hui. Et tu penses que sans ton compagnon de l'époque, tu l'aurais fait ? Tu te serais lancée ? Je ne sais pas. On rencontre jamais les gens par hasard. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que moi, j'ai jamais voulu ouvrir un institut de beauté. Hein, je te dis, jamais. Quand j'étais en esthétique, mon travail de fin d'année, de gestion d'entreprise, ça m'a saoulée, ça m'a énervée, entre guillemets, parce que je n'avais pas envie d'ouvrir un magasin. J'ai jamais voulu ouvrir quelque chose. Ouais. Grâce à lui, j'ai eu les portes d'un monde de l'entrepreneuriat. Donc, peut-être que je l'avais toujours en moi, qu'il me fallait ça. Ouais. Je ne sais pas. Et à ce moment-là, tu as vu tout le champ des possibles de l'entrepreneuriat. Le champ des possibles de l'entrepreneuriat, tout à fait. Et là, tu ne sais plus retourner en arrière. Ah oui. Tu ne sais plus retourner en arrière. Et j'ai compris que je voulais vraiment... j'étais très entreprenante, très créative, j'avais plein d'idées. Ça a commencé pour ce site avec lui. Mais après, quand le site n'a plus été là, ça a été pour moi. Et c'est là, du coup, que Rachel Essentiel... est arrivée. Rachel Essentiel, d'ailleurs, ça vient... Donc maintenant, ce n'est plus Rachel Essentiel, j'expliquerai en 2-3 mots, mais c'est donc encore mon ancien compagnon qui m'avait proposé de transformer le site qu'on avait ensemble, qui étaient nos 2 noms, en Rachel Essentiel, parce que lui, il voulait plus s'en occuper. Je fais OK. Donc Rachel Essentiel est née déjà à ce moment-là. Donc il y a 4-5 ans. Mais Rachel Essentiel a commencé à faire des soins à 100%. Donc, je faisais que des soins esthétiques. Des pédicures, des manicures, des épilations, des soins de visage. Je faisais tout l'esthétique classique en mode naturel. Fur et à mesure, je me spécialise en massage et en soins du visage. Donc, je fais vraiment que les massages visage, les soins du visage et les massages corps. Et à ce moment-là, 2 ans après, qu'est-ce qui se passe ? Le confinement, en fait. Oui. Il y a le confinement. Tu ne peux plus toucher les gens. Je peux plus toucher les gens. Je peux plus, mais c'était seulement ma 2e année, oui. Et donc j'ai fait, c'était fini quoi. Donc on pouvait plus travailler. Et par contre, ce que j'ai fait à fond, c'est de communiquer mon métier, ma passion sur les réseaux sociaux.
Sur les réseaux sociaux, j'ai pas arrêté. Et là, c'est là qu'on m'a remarqué. Ah oui. Julien Québec m'a découvert, m'a proposé d'écrire un livre pour la Slow Cosmétique. Pour ceux qui ne le connaissent pas, tu peux expliquer qui c'est? Alors oui, Julien Québec, c'est le fondateur de la Slow Cosmétique. Ouais. La Slow Cosmétique est un mouvement qui prône la beauté intelligente, écologique, saine, sans dictat de la société. Il s'est vraiment refusionné avec les matières brutes et vivantes dans les cosmétiques. Mais ça me parlait beaucoup. Ça me parlait vraiment beaucoup. Ouais. Et maintenant, c'est devenu un label parce que non. Donc, il a commencé avec les huiles végétales et les huiles essentielles, mais ça a parlé tellement à des créateurs qu'aujourd'hui, il y a des marques de cosmétiques qui sont regroupées sur la marketplace de la Slow Cosmétique, qui sont labellisées. Slow Cosmétique, ça veut dire que ce sont des entreprises qui respectent la charte avec, certes, peut-être des conservateurs pour les vendre, il en faut, mais aucun produit qui va perturber le corps et qui ont la même philosophie. Ouais. Et donc, moi, j'avais lu tous ces livres. Hein. Je les regardais à la télé et en fait, je l'ai rajouté sur Instagram. Je l'ai invité à faire un soin. Et il y a eu le confinement et il m'a suivi. Il a continué, il a regardé mes lives, il a vu tout ce que je faisais. Moi, je le mentionnais toujours parce que c'est une de mes sources d'inspiration. Hein. Oui. Ça a été une des personnes qui m'a inspirée et écrire un livre pour la Slow Cosmétique, donc mes recettes... Et puis après, oui, il y a eu la télé, l'aventure télé, radio. Enfin, ça, c'est génial, quoi. Bah oui, on va reparler de tout ça. Mais d'abord, du coup, le livre. Oui. Donc, c'est moins mais mieux. Ah, oui. Comment est née, en fait, cette envie de faire ton livre ? Alors moi, j'ai toujours partagé mes recettes. J'adore partager mes recettes, donc je les écrivais sur mon blog ou sur mon Instagram. Et là, il m'a dit, est-ce que tu veux rassembler tes recettes pour la Slow Cosmétique ? J'ai fait bien sûr. Et donc, j'ai commencé à rassembler les recettes, mais j'ai terminé mon livre en confinement. Donc, c'était peu avant le confinement. Donc, c'était, parce que je me rappelle, parce que je suis encore partie en Thaïlande et c'était quand je suis arrivée en janvier, il y avait ce fameux confinement et j'ai terminé. Je me vois encore écrire mon livre en Thaïlande et le terminer en confinement. Ça, je me rappelle. Donc, je dis, c'est né en fait d'un ensemble de recettes à partager. Et il y avait un petit syndrome de l'imposteur quand même au moment d'écrire ton livre, ou alors tu sentais que c'était naturel, que c'était le bon moment pour toi pour le faire ? Alors, le syndrome de l'imposteur, je l'ai eu par la suite, mais quand il m'a proposé le livre, pour moi, c'était une évidence. Ouais. Je dis oui, je veux partager. Bien sûr, en plus, c'est dans le monde de l'édition. Et en plus, pour la Slow Cosmétique, je trouvais ça une évidence. Peut-être que le syndrome de l'imposteur est venu par après, quand je devais après justifier. Parce qu'après, j'ai fait des formations, j'ai donné des formations. Donc, je me suis dit, OK, j'ai envie de former, mais est-ce que les gens veulent vraiment se former par moi ? Pourquoi moi ? Et ben là, donc pareil pour les médias. Au début, quand j'ai dû faire des chroniques médias, je me suis dit oui, mais moi je ne suis pas journaliste. Je parle un français un peu médiocre parce que j'ai fait mes primaires en flamand, donc parfois je mélange et je fais des constructions de phrases à l'envers. On me veut à la radio, je bégaye, je parle fort. Pour moi, je ne correspondais pas à ce que je voyais à la télé. Donc là, même si j'aimais bien partager dans les médias, il y a eu un mini doute, même si je suis très à l'aise, mais je me suis dit, tiens, allez, on a envie quand même, est-ce que je plais ? Oui, et voilà, ça a été un petit questionnement à un moment donné, oui, tout à fait. Mais justement, c'est aussi par rapport à l'image que tu dégages sur les réseaux sociaux, de toutes les vidéos que tu fais, que les médias t'ont contacté et se disaient que ça allait fonctionner, en fait. Ça allait fonctionner, oui, tout à fait. Et donc, tu parles de quoi alors dans les médias ? Donc, il y a la RTBF et il y a France 3 aussi. Donc, tu as été même en France pour faire des chroniques. Exactement. Donc, la RTBF, c'est sur une émission qui s'appelle Tendance Première, animée par Véronique Tiberghien et Cédric Gauthier. Et là, j'ai une chronique toutes les 2 semaines sur la cosmétique au naturel, dans tous les domaines, hommes, femmes, bébés. Et je partage mes petites chroniques à la radio. Sur France 3, Hauts-de-France, une petite hésitation. Donc en fait, cette chaîne France 3, c'est vraiment diffusé dans tout le nord en fait de la France. Donc et ça s'appelait l'émission Vous êtes formidable. Et il y avait plein de chroniqueurs sur différents sujets. Et moi, j'avais la partie où je proposais des chroniques slow cosmétiques. Julien avait des chroniques slow life. Donc en fait, on avait une chronique sur 2, on s'échangeait cela. Et donc voilà, c'était pareil. J'expliquais des produits labellisés slow cosmétiques, des techniques slow cosmétiques pour prendre soin de soi.
Trop chouette. Et ça te plaisait cette expérience du coup radio-télé ? C'est génial et c'est très différent. Hein. La radio, c'est un peu plus, je dirais, plus improvisé. C'est un autre monde, la radio. Ça me fait presque penser à des coulisses de théâtre. Et la télé, il y a d'autres codes. Il y a toute cette préparation, ces jeux de lumière, ce maquillage, toute cette équipe derrière qui est là. Moi, là, je me trouvais vraiment... J'étais juste comment expliquer ? Pour moi, c'était pas moi qui faisais le vrai travail. Ah oui. Parce que derrière, il y avait les caméramans, il y avait la lumière, il y avait la maquilleuse, il y avait les journalistes qui préparaient. Enfin, moi, j'étais là juste, moi, c'est dans ma tête. J'arrive, je me pose sur le fauteuil, et blablabla. C'est tout. Et derrière, il y a toute une équipe de production. Donc moi, là, je me sentais vraiment un peu... Je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que c'était pas moi qui fournissais le meilleur travail. Voilà. Et c'est important pour toi que, voilà, on rende un peu... public, on parle à un grand public de cosmétiques naturels et justement pour aller un peu contre toutes ces marques qui sont pas du tout bonnes en fait pour la peau, tous les produits qu'on utilise depuis très longtemps, etc. Et de rendre ça plus accessible, la slow cosmétique. Ce que je tiens surtout à dire, en tout cas ce qui me concerne, je suis pas contre la cosmétique conventionnelle. La cosmétique conventionnelle, j'en suis pas contre. Aujourd'hui, on a quand même des tests scientifiques qui sont censés prouver l'innocuité des produits, qui sont censés respecter une certaine charte. Donc, je ne suis pas contre les cosmétiques conventionnels. Effectivement, quand on lit les ingrédients de certains cosmétiques conventionnels, il y a des ingrédients qui font un peu froid dans le dos parce que, pour moi, c'est mort, c'est inerte, c'est irritant. Je ne comprends pas pour moi ce que ça fait dans les cosmétiques. Mais je peux comprendre qu'il y en a qui préfèrent rester dans cette utilisation des cosmétiques. Voilà. Mais moi, je ne me bats pas contre ça. J'aime pas dire que je suis contre. En revanche, ce que j'ai envie de mettre en lumière, c'est une manière artisanale de créer des cosmétiques à l'ancienne, avec des produits qui sont tout aussi contrôlés, parce que le naturel, comme je dis, ne veut pas dire sans danger. Hein. L'huile essentielle de clou de girofle contient le génol qui est hyper irritant si t'en mets trop. C'est tout aussi irritant qu'un conservateur qui est produit de la chimie synthétique éventuellement. Donc, c'est trouver juste un équilibre. Mais ce que j'ai vraiment surtout envie de mettre en lumière, et ça c'est important pour moi, c'est cette reconnexion au vivant. C'est cette reconnexion de ne plus être dépendante d'un produit cosmétique qui est écrit sur un bout de papier. Tu mets ça, en 2 semaines, t'as plus de rides. En 2 semaines, tu perds 5 kilos. En 2 semaines, t'as tes seins qui remontent. Non, c'est faux, on se fout de nous. Oui. Ça, c'est ça mon problème. Pas le produit en soi et la marque même. C'est, je dirais, ce marketing qui se fout de nous et qui nous rend complètement dépendants. Moi, chez mes clientes, quand elles viennent faire un soin chez moi, pour moi, on parle de rides, on a de la cellulite, et c'est comme ça. Alors, il y a des choses qui vont venir entretenir, bien vieillir. Moi, je me masse quand même tous les soirs la peau pour bien vieillir. Je sais que je vais avoir des rides, mais oui, je fais du sport pour me sentir bien, mais aussi bien vieillir, parce que j'aime l'esthétique, hein, ça fait partie quand même de mon métier. Mais il n'y a rien Je dirais vraiment, c'est mettre en lumière cette reconnexion à soi, son corps, les sensations, les vraies odeurs d'une huile d'amande douce et pas une fausse amande douce, les vraies odeurs d'une plante. C'est ça pour moi le plus important. Et quand tes clientes viennent chez toi, justement, c'est aussi pour tout ça qu'elles viennent. C'est vraiment pour une globalité, quoi. Pas seulement faire un soin chez une esthéticienne aromathérapeute, vraiment tout ce que tu... Oui, je pense qu'elles aiment beaucoup mon monde, c'est ce qu'elles disent. Le fait que j'utilise des cristaux ou des huiles végétales ou parfois même je tire une petite carte à la fin. Il y a de la musique, il y a de l'encens. Enfin, c'est un peu mon monde à moi et je pense qu'elles aiment beaucoup ça. Et le fait aussi, ce qu'elles aiment beaucoup, c'est que je prépare les produits devant elles, pour elles. Ouais. Donc voilà. Et donc, tu le disais, c'est ici on est chez toi, c'est aussi ici que tu reçois tes clientes. C'est souvent des soins d'1h30, 2 heures. Oui. Du coup, après toi, comment tu te sens ? Est-ce que tu te sens un peu vidée ou justement ça t'énergise de prendre soin d'elles ? T'es dans quel état d'esprit après ? Ça dépend, mais la plupart du temps, je suis quand même fatiguée. C'est pour ça que je ne travaille pas à la chaîne. Ouais. Je me laisse du temps après chaque cliente. Je sais que c'est pas facile pour aujourd'hui, en tant qu'indépendante, de faire ça. Je conçois que j'ai de la chance de pouvoir, comme je travaille dans mon cabinet chez moi, de pouvoir mettre du temps entre chaque cliente, de pouvoir pas en prendre beaucoup non plus dans une journée. Je sais que dans des instituts de beauté, ce genre de philosophie,
elles vont pas gagner leur vie. Il y a des trucs à payer, beaucoup plus. Donc moi, je sais que je suis consciente. C'est pour ça que je ne blâme pas non plus les instituts de beauté classiques. Oui. En revanche, si on a la même philosophie que moi, pourquoi pas travailler de la même manière? Un cabinet chez soi, ou louer un petit studio. Pourquoi faire un gros bazar si tu sais qu'après tu dois faire en la chaîne? Moi, je sais pas travailler comme ça. Déjà, ça m'épuise. Ouais. J'ai besoin vraiment d'être en forme pour m'occuper de quelqu'un. J'ai envie de nettoyer toutes ces petites énergies. J'ai envie de m'occuper d'elle et de la faire sortir beaucoup plus vibrante quand elle est venue. Et oui, évidemment, qu'à la fin d'une journée, oui, il faut que je me ressource, ça c'est clair. Et comment tu te ressources? Alors, beaucoup de promenades. Pour ça que j'ai aussi adopté un chien. C'est vraiment beaucoup de promenades et aussi les amis. Les moments, même après une journée de travail éreintant, je vais me ressourcer avec une soirée au resto ou une soirée chez des amis. Oui, rigoler, échanger, la famille. J'ai besoin d'interaction, je pense. J'ai besoin de me nourrir d'autres choses. Vu que moi, je donne tout, les amis, mes amis, mon chien, ma famille me nourrit. Tu vois? Et ça t'a pris combien de temps là, ça fait 4 ans que tu es indépendante. Ça t'a pris combien de temps d'arriver à ce mode de fonctionnement-ci et vraiment à te connaître, en fait, et à connaître la manière dont toi-même tu fonctionnes? J'ai pas fini. T'as pas fini? Non, et j'en discute justement avec d'autres entrepreneuses. J'ai pas fini. C'est là, ça fait 4 ans que je suis indépendante et je sais que je me connais pas encore la manière dont je travaille. Et je dois y bosser. Je bosse encore, mais je continuerai à être indépendante. Hein. Mais il y a cette créativité en moi et cette envie de tout faire qui est parfois je m'éparpille beaucoup. Je fais plein de formations, j'ai envie de tout faire. Mais il faut que je respecte ma nature pour pouvoir vraiment apporter des bons soins et apporter un bon travail et un bon équilibre en tant qu'indépendant. Il faut des fondations solides. Ouais. Et je continue encore à regarder un peu comment je fonctionne. C'est pas fini. Ouais, c'est pas fini. Heureusement qu'il existe des personnes qui accompagnent des entrepreneurs, des guides pour gérer sa créativité. Donc ça, c'est vraiment bien. Tu te fais coacher comme ça pour l'entrepreneuriat et pour ton business? Alors, pour le moment, je n'ai pas trouvé de personnes qui pourraient me coacher. Donc, j'ai plutôt des échanges avec d'autres nanas qui sont aussi dans le même mood que moi, mais dans un autre domaine. Et je lis beaucoup. Par contre, des livres qui sont, à mon sens, un peu comme un style de coach, quoi. Ouais. Pour pouvoir m'organiser. C'est surtout ça. Parce que je suis hyper active et donc j'ai pas beaucoup d'organisation et ça me fatigue encore plus aussi. Donc, si j'ai un métier qui me fatigue et qu'en plus, derrière, mes fondations sont complètement... Donc ça a travaillé. Ça a travaillé et c'est fantastique parce que c'est un travail sur soi et donc voilà. T'as vraiment l'impression en fait, l'entrepreneuriat, c'est aussi un peu du développement personnel? Complètement. Et ce que j'ai surtout envie de dire, parce que tout le monde n'a pas la chance non, c'est pas ça. Tout le monde n'a pas l'occasion de se dire, voilà, je suis indépendante et je deviens entrepreneuse. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est aussi un état d'esprit. C'est comme être artiste, je pense que c'est aussi un état d'esprit. Et c'est vraiment un mood dans ta tête qui est clairement... très lié au développement personnel et vraiment permet à te connaître. La créativité, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, mais tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'a pas envie de créer et de développer des entreprises ou des business ou des marques ou des choses comme ça. Et c'est OK. Hein. Parce que sur les réseaux sociaux, parfois, ça peut nous culpabiliser de dire moi, je suis très bien dans mon 35 heures dans mon bureau, en fait. Tu vois, il n'y a pas de c'est mieux. Mais en revanche, c'est vrai que si on se lance en tant qu'indépendante, oui, c'est un travail de développement personnel. Complètement. Oui, en tout cas, moi, je le vois comme ça, quoi. Et tu le disais tout à l'heure, voilà, que tu travaillais pas à la chaîne, etc. Oui. Tu laissais vraiment du temps aussi entre tes clientes. C'est un peu l'ensemble de tous ces éléments, donc les soins aux clientes, les chroniques dans les médias, le livre, les formations que tu donnes, etc. C'est tout ça qui te permet de vivre... d'avoir ton salaire à la fin du mois, quoi. C'est vraiment une combinaison de tout, en fait. Ah oui, c'est une combinaison de tout. C'est une combinaison de tout à fait. C'est tout ça qui font que je puisse vivre aujourd'hui et que je peux payer les choses de la société qu'il faut. Et il y a des choses à payer. Et moi, j'ai rien contre les personnes qui veulent se faire de l'argent. On est dans une société de consommation. Moi, je choisis aussi pour être confortable dans ma vie. J'aime m'offrir des choses, j'aime voyager, je suis épicurienne, donc je dis pas parce que c'est pour ça que je ne tacle pas trop les marques, parce que parfois sur les réseaux sociaux on dit oui, c'est pour se faire de l'argent, mais moi aussi je veux me faire de l'argent, mais de manière qui me correspond à moi. Oui, c'est ça.
Avec tes valeurs, quoi. Avec mes valeurs, parfois, je me sens pas alignée de me faire de l'argent quand c'est pas mes valeurs. Mais par contre, maintenant, je suis alignée de te demander 85 € pour un soin, ou 95, même 145, parce que je travaille à ma manière. Voilà, avant, je sentais qu'il y avait un truc qui ne fonctionnait pas là-dedans, quoi. Ça a été compliqué de définir tes prix, justement, pour tes soins. Complètement. Au début, je travaillais vraiment pour rien. Oui. Vraiment, non, je travaillais pour rien. Et malheureusement, ou heureusement, je sais pas, mais je suis en Europe, dans une société de consommation. Je fais partie du système. Alors oui, j'essaye d'être un peu alignée à 100% à ce que je fais. Mais si je voulais être contre cette société, je dois plus vivre à Bruxelles, je dois vivre au fin fond de la campagne et encore. Mais oui, bien sûr, ici, tu dois demander un prix correct pour pouvoir vivre et payer tes cotisations, ta TVA. Et tu peux bien t'en sortir si tu as un bon comptable, si tu sais bien te gérer, mais il faut demander un prix. Il faut demander un prix à ta juste valeur et c'était très très dur. Ah oui, ça c'était très très dur au début. Au début, je regardais même pas les gens en face quand je demandais le prix. Ah oui. Et puis le jour où je me suis dit, bon, là il faut que tu travailles dessus. Alors oui, j'ai fait des travaux un peu énergétiques là-dessus et ça va mieux, oui, beaucoup mieux. Tu disais tantôt que tu étais hyper active et que tu avais tout le temps envie de créer. C'est quoi tes nouvelles envies, tes nouveaux projets là? Mes nouveaux projets. Alors, je dirais que j'ai pas forcément de nouveaux projets, mais j'ai envie de faire bien ce que ce que j'ai entamé. J'ai vraiment envie de faire des choses solides, et puis on verra par la suite. Tu vois? Et puis on verra s'il y a d'autres choses qui se mettent. Mais je dirais de assurer une certaine pérennité déjà dans mes activités d'aujourd'hui, ce serait déjà très bien. C'est aussi dans cette idée-là que, voilà, on le disait tantôt, ton compte Instagram, au début, c'était Rachel Essentiel. Maintenant, tu as remis Rachel Di Pinto. Oui. C'est aussi dans cette envie de pérenniser les choses et Bien de sûr. bien fixer, en fait, ton projet. Exactement. Rachel Essentiel, ça a été il y a 5 ans pour faire de la pub, pour me faire connaître. C'était un nom d'avatar. C'était... Et aujourd'hui, comme j'ai créé sous le nom de Rachel Di Pinto, je me dis, j'ai créé un livre, c'est écrit Rachel Di Pinto. Quand on me présente dans les médias, c'est Rachel Di Pinto. En fait, oui, pourquoi pas se reconnaître. Di Pinto, c'est quoi? J'ai le nom de ma mère, j'ai pas le nom de mon père. Bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, j'ai le nom de famille de ma mère. Mais donc, c'est ma racine. Je crois que c'est ma personnalité. Je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde. En tout cas, je dois m'appeler par mon prénom et mon nom pour me recentrer, renforcer cette racine, cette structure, cette base qu'en tant qu'hyperactive et hyperkinétique, parfois, c'est pas solide. Et ça, c'est pas bien pour une indépendante ou pour assurer une pérennité. Il faut que les bases, les fondations sont solides. Et pour moi, dans ma tête, j'ai lié ça à revenir avec mon nom de famille, quoi. À mes racines, à moi. Et ça a été évident de le faire maintenant, à ce moment-ci? Oui, bien sûr, au bout de 4 ans, là. Oui, avec tout ce que j'ai créé, si je peux me permettre de dire ça. Oui, bien sûr. Oui, complètement. Complètement, parce que je voulais plus... et puis c'était pas clair pour moi. Alors j'avais l'impression que c'était pas clair quand on présentait parfois dans les médias. J'étais beaucoup présentée comme une influenceuse. Mais moi, Instagram me paye rien. Je suis pas payée par les marques. Je suis pas payée. Je n'ai pas été payée. Mon salaire n'est jamais venu d'Instagram. Et je me suis dit, mais je suis pas influenceuse. Mais je me dis, mais en fait, c'est la manière dont j'en parle aussi. Donc, je peux comprendre qu'il y a une certaine influence, mais je voulais que ça soit vraiment clair. Que moi, avec quoi je gagne ma vie, c'est... Et j'ai rien contre les influenceuses. Elles m'ont aidée pour démarrer. D'ailleurs, il y a des influenceuses qui font super bien leur travail, qui sont payées pour ça et qui vont mettre en avant d'autres choses. Et c'est leur métier, elles font vraiment ça. Mais moi, c'était pas clair parce que moi, j'ai encore dans le monde, pas Instagram, j'ai mon métier. Donc, je voulais vraiment que ça soit clair pour moi, être alignée. Et c'est pour ça que je me suis dit, Rachel Di Pinto, aujourd'hui, là, c'est le moment, quoi. Rachel Essentiel, c'était un temps, c'était sympa, oui. C'est vrai que je reçois quand même encore des produits, mais c'est plus ça que je voulais mettre en avant pour pas trop confondre. Je pense qu'il y a d'autres nanas qui font très bien ce métier-là, d'influenceuse justement. Et moi, j'ai juste envie de rester juste alignée et suivre une même ligne de conduite parce que je suis tellement curieuse en tout alors que je vais dans tout et n'importe quoi et là, ça va pas. Donc, je me suis dit, Rachel Di Pinto et point. Comment les influenceuses, comment certaines t'ont aidée au début? Extraordinaire. Mais elles ont parlé de moi.
Je les ai invités à faire un soin, quand même. J'ai invité à faire un soin il y a 4 ans. Et il y a des nanas comme... je peux, oui, hein. Oui, tu peux. Genre, moi, je me rappelle, Élodie Wilmès, donc Élodie Love Tralala, elle m'a ramené énormément de personnes qui j'ai fait encore... j'ai appelé des nanas vraiment que je suis encore aujourd'hui, que je trouve qui ont parlé avec plaisir de mon activité. Et ça a quand même fait une bonne publicité. C'est pour ça que j'ai rien tout ça. J'en ai même utilisé, moi. C'est juste, ça dépend de la personnalité. Donc, franchement, oui, elles ont parlé parce que je les ai offerts et ça m'a amené une autre visibilité. Puis moi, j'ai continué. Les personnes sont restées et du bouche à oreille. Mais non, je n'en fais plus vu que je suis manifestement devenue une influenceuse et c'est OK. Je préfère dire inspiratrice. Mais c'est OK, je suis dans le monde de l'influence. Je suis invitée à des trucs. Donc, voilà. Mais ça a démarré. J'ai même invité des personnes que j'aimais beaucoup. J'ai invité à faire des soins Julien Québec, par exemple. Il se demandait pourquoi elle m'invite. Moi, j'ai jamais eu ça. Alors, je demandais rien en échange. Les influenceuses, quand je les ai invitées, j'ai pas demandé non plus qu'elles me partagent. Si elles me partagent, je me partage pas. Et elles l'ont fait quand même. Donc, du coup, c'est vraiment pour une activité. Je trouve qu'il y a quand même des chouettes... des chouettes échanges à faire sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, autant ça peut être un poison, mais autant, moi, il y a 4 ans, ça m'a aidé. Donc, je ne crache absolument pas là-dessus, quoi. Oui, ça a vraiment bien développé ta communauté et du coup, ton projet, ça t'a permis de te faire connaître vraiment les réseaux sociaux. Exactement. Ça a développé ma communauté de piments, comme je les appelle, les piments. Oui, bien sûr, ça a développé. Et puis, il y en a qui restent, il y en a qui restent pas. Ça dépend un peu. En tout cas, moi, j'essaye de rester moi-même. Après, j'évolue parce que j'évolue. Mais voilà, j'essaye de rester moi-même et de faire découvrir mon monde pour que cette communauté... C'est grâce à ça, cette communauté, que je suis encore quand même présente. Il y a beaucoup de bouche à oreille et ça, c'est chouette. Et ça fait longtemps que je te suis et je me suis toujours demandé pourquoi les piments. Écoute, j'ai toujours appelé les gens par de la nourriture. Petites graines de sésame, petites pousses de radis, les petits épinards. Et puis, je me suis un jour arrêtée par le piment. Parce que premièrement, j'adore ce qui est piment. Regarde, tu en vois le piment là. Je sais pas si tu vois les piments là. Ah, oui. Tu en vois? Oui, j'ai plein de pattes de piment partout. J'aime manger pimenté, j'aime le piment. Un peu de piment dans la vie des gens, du piquant, c'est moi quoi. Donc voilà, c'est ce que j'apporte, je pense. Et tu leur offres aussi beaucoup de contenu, même gratuit, comme des automassages au moment des pleines lunes, etc. Ça a fait du bien, je pense, en confinement, ça. Hein. Même moi, ça me fait du bien de voir des gens connectés. Je te dis, autant ça peut être un poison et énergivore, mais autant ça peut être magique. J'ai rencontré des super personnes, moi, via les réseaux sociaux. Hein. Vraiment, j'ai rencontré des super personnes et c'est cet automassage là en live qu'on faisait des massages le jour de pleine lune, le soir de pleine lune. J'ai été je sais pas si tu te rappelles, mais il y avait 250 personnes en ligne un soir de confinement en train de tous se masser le visage. Alors non seulement c'est très bien pour l'ego, mais je veux dire, c'est vraiment génial de se dire, il y a 250 personnes qui se massent le visage et ça a fait du bien et moi aussi ça m'a fait du bien. Et ça t'apporte même la même chose alors que, voilà, là tu ne les vois pas, tu n'es pas toi-même en train de les masser. Je les sentais. Mais voilà, oui, je sentais tu sais qu'ils sont présents, etc. Ça t'apporte beaucoup aussi ce genre de moment. Là, je suis nourrie, hein. Ah oui, je suis nourrie. Et même aujourd'hui, maintenant, je pense qu'on est à chaque fois quand on fait les lives, on est entre 100 et 180. Mais je reste nourrie. Je suis toute excitée après un massage live pleine lune. Vraiment, parce que je sens que tout le monde le fait. Je doute que les gens vont mettre leur téléphone et me regarder pendant 45 minutes. Je pense que les gens le font aussi, se font du bien. Faire du bien, ça augmente le taux vibratoire, je pense, de cette terre. Donc c'est vraiment chouette, je trouve. Et t'as toujours bien aimé comme ça, partager, même parler face caméra, te filmer, etc. T'as toujours aimé cet échange comme ça? Ça n'a jamais posé un problème. Depuis le début, quand j'avais même pas 200 followers, je prenais mon téléphone à qui je parlais. Je veux dire, il y avait 3 personnes qui voyaient mes stories, mais j'ai toujours aimé faire ça. Tu sais qu'à l'école, on avait des élocutions, j'adorerais faire ça. J'adorais prendre la parole, j'ai eu aucun problème à m'exprimer. Et aujourd'hui, je dois travailler ça à ce que ça doit être professionnel, à pouvoir vraiment partager, parce qu'avant c'était quand t'es petite, voilà, et là maintenant tu transmets, donc il faut que ça soit pédagogique et didactique, tu vois. Ouais. Et par rapport au livre, est-ce que tu penses à en faire un prochain? J'aimerais bien. Ça fait partie de mes projets, voilà. Ça fait partie de mes projets. Après, on va voir comment ça se passe. Mais effectivement, oui, j'ai tellement de choses à dire et à écrire. Donc, oui, bien sûr, ce serait vraiment chouette.
Et là, quelles sont les prochaines formations ? Enfin, qu'est-ce que tu aimerais apprendre de nouveau ? Pour moi ? Oui, pour toi. Alors moi, j'aimerais vraiment bien faire une formation en médecine chinoise parce que j'ai lu énormément et j'ai eu des initiations. Je peux pas dire que je suis formée en médecine chinoise, c'est pas possible. En tout cas, enfin, je veux dire, pas avec ce que j'ai fait comme initiation. Là, j'aimerais bien être formée par des maîtres qui se connaissent bien. J'aimerais bien me perfectionner au yoga aussi parce que je trouve que dans mon travail, le yoga, je m'en inspire aussi dans les techniques de respiration. Quand je propose ça avec mes clientes, elles partent vraiment très loin dans les techniques de respiration. La philosophie du yoga, je m'inspire pour mon travail. Donc, ça fait longtemps que tu t'es mise au yoga ? 2 ans. 2 ans avec des grosses pauses. J'ai eu une opération et plus, il y a eu une fois on pouvait y aller, une fois on pouvait plus y aller, une fois c'était les vaccinés, une fois c'était pas les vaccinés, on comprenait rien. Donc voilà. Mais sinon, je dirais en tout, ça fait quand même un petit 2 ans, mais je ne suis pas loin d'être pro. Je suis des comptes comme Mila Victoria, je sais pas si tu vois. Oui, Mila Victoria Yoga. Voilà, je la suis aussi. Oui, voilà, on s'est connus justement grâce aux réseaux sociaux et c'est vraiment une fille qui m'inspire beaucoup, hein, très 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 inspirée aussi. Donc voilà, oui. Super. Je vais te poser la dernière question du podcast, c'est la question Dis-moi. rituelle. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait ? Professionnel ou dans la vie ? Les deux, comme tu veux. Qu'est-ce que j'aimerais oser faire et que j'ai jamais essayé ? Attends, est-ce que tu me poses une question ? Tu devrais raccourcir mon temps de réflexion. Ah non, mais c'est important de montrer que ça ne coule pas de source aussi, que tu dois Oui, un peu c'est ça. réfléchir. Qu'est-ce que j'aimerais oser faire ? C'est le but de créer la réflexion. J'aimerais oser faire quoi ? Non, j'aimerais pas forcément oser faire ça. Je suis en train de faire des choses, en train de me répéter des choses que je n'ose pas faire, mais est-ce que j'aimerais oser ? Pas forcément. Mais par exemple, un saut en parachute, en fait, ça m'intéresse pas vraiment, mais c'est vrai que je n'ose pas faire. Manger, par exemple, un jour j'étais au resto et je vois une dame qui est seule le soir, hein, je te parle pas la journée, au resto avec un livre et un verre de vin et elle mange. Je dis, j'oserais jamais faire ça, mais je sais pas forcément que j'aimerais oser faire ça. Qu'est-ce que j'aimerais oser faire ? Je sais pas. J'aimerais oser. Je veux dire un truc alors hyper superficiel. Hein. Peut-être, je sais pas, j'aimerais oser plus draguer. Ça, ce serait cool. Parce que je pense que les hommes, en tout cas, n'osent plus trop aller vers les femmes. Et à 35 ans, je me dis, bon, j'aimerais oser plus draguer. Mais je suis toujours dans le mindset que je suis comme une petite biche à attendre qu'on me drague, alors que c'est plus forcément... Voilà, peut-être ça. C'est pas très profond et très une philosophie qui n'est pas digne d'un grand philosophe, mais écoute, je me dis, j'aimerais oser plus draguer quand un garçon me plaît. Voilà. C'est génial, tu peux dire ça. Je reviens pas que je viens de te dire ça. Tu viens pas de le dire juste à moi, hein, je te préviens. En plus, il y a beaucoup de gens qui vont l'entendre. Oupsie. Merci beaucoup, Rachel. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Merci Rachel d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets quelques liens pour la suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, alors si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur Apple Podcast et Spotify et à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook et Twitter. Enfin, si vous voulez soutenir financièrement le podcast, c'est possible via Patreon et Utip. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.